On est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir de jaser avec M. Roland Côté. J'ai le plaisir également d'avoir mon acolyte à côté de moi parce que quand on parle avec M. Côté, on parle armes à feu, on parle réglementation. Et s'il y en a un ici à CHUN qui connaît bien la réglementation et les armes à feu, c'est mon collègue et ami Yves Chalifou. Bonjour Yves. Bonjour Denis. Bonjour M. Côté. Bonjour M. Côté. Monsieur. Hey, on est content de vous avoir avec nous parce que justement, on parle d'un dossier qui est, on appelle ça un dossier chaud parce que c'est dans l'actualité. On va parler du registre des armes à feu. Et là, il y a beaucoup de choses qui tournent alentour du registre des armes à feu. Est-ce qu'il apporte de quoi à la société? Est-ce qu'il nuit? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on se bat avec un éléphant blanc? Et je pense que vous avez une bonne opinion là-dessus. On se bat pas seulement avec un éléphant blanc, on se bat avec un vase vide de conséquences. À l'heure actuelle, on vient de déclarer, la Cour suprême vient de confirmer ce que la Cour d'appel avait déjà annoncé, que les données du Québec d'armes d'épaule devaient être détruites. Et voilà que notre cher gouvernement du Québec a déposé une injonction pour essayer d'avoir une réponse qu'ils avaient déjà, soit celle de la destruction des données dans la poubelle qui restait à vider à Miramichi. Mais là, M. Côté, si vous me permettez, là, je reviens à l'essentiel de la lettre ouverte que vous avez fait paraître tout récemment. Et vous n'y allez pas avec l'endos de la cuillère. Entre autres, on dit échec et fiasco, la Cour suprême du Canada autorise justement le gouvernement conservateur à détruire les fameuses données. Échec au niveau opérationnel, il n'y a aucun événement qui nous permet de croire, puis ça c'est la réalité, là, il n'y a aucun événement qui nous permet de croire que registre ou pas registre qu'il y a eu recrudescence des actes criminels. Fiasco aussi, fiasco tant du côté monétaire que du côté opérationnel. Vous n'y allez pas avec l'endos de la cuillère. Absolument, absolument, c'est un échec. D'ailleurs, on se rappelle que M. Trudeau, là, Justin, s'est échappé à un moment donné, puis il s'est fait rabrouer par un paquet de journalistes à Ottawa. Il a dit que le registre des armes à feu nationales était un échec et inutile. Puis il y avait à peu près comme 3 douzaines de journalistes sur son dos le lendemain pour essayer d'y faire dire le contraire. Il a commencé à jouer ses mots. Moi, je vais vous le dire clairement, l'échec au niveau national, au niveau international, dans tous les autres pays où ça a été essayé, tous les registres qui ont été mis en place ont été des échecs opérationnels. C'est fort, là. Inutiles. Puis, en plus de ça, ça a été des échecs financiers monumentaux en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Australie, dans les Royaumes-Unis. Ça a été un échec partout où ça a passé. Puis nous, au Québec, on est une gang de caves, on va récupérer ça où ça a été un échec partout, puis on va essayer de faire un succès avec des échecs à grandeur du monde. On appelle ça de la foutaise. On appelle ça une société distincte. On appelle ça vraiment dynamique. Dans toutes ces conneries. C'est ça que vous voulez dire, là. Monsieur Côté, lorsqu'on regarde ça, parce que là, on parle du fameux registre des armes d'épaule, des carabines, des fusils de chasse, bref, ce qui touche plus de 500 000 personnes au Québec. Ça vient d'où, ce registre-là? C'est quoi l'histoire d'un registre? Ça devait coûter combien? On a dû demander à des gens de se pencher là-dessus. On sait aujourd'hui que ça a coûté loin du 2 milliards d'origine. Ben là, ça a commencé comment, ça? Non, c'est pas 2 milliards, excuse-moi. Là, c'est encore pire. Je vais te corriger là-dessus, là. Le registre, quand ça a été présenté par M. Chrétien, ça devait coûter 2 millions. Donc, on parle du début des années 90, là. Oui, c'est ça. Puis après ça, bien, est arrivé le chiffre quelques mois plus tard parce que Mme Sheila Fraser ou le ministre, c'est-à-dire, je pense pas que c'est elle qui était là, mais en tout cas, celui qui s'occupe des finances du pays, le vérificateur, a dit non, attendez un peu, vous êtes rendu à 85 millions, là. Ça fait que là, M. Alan Rock et M. Chrétien ont été obligés de se présenter sur la tribune pour avouer que un registre d'armes à feu au pays se coûterait entre 250 et 500 millions. Encore là, ça augmente. Une superbe de bonne des bons gestionnaires. Une bonne marge d'erreur. Mais ça s'arrête pas là. Elle était bien plus gigantesque que ça, puisque en décembre 2011, lorsque j'ai arrêté de rechercher et de faire des recherches avec le bureau de Mme Sheila Fraser, on était rendu à 3,5 milliards et plus. Puis, je vais vous donner un exemple là, très frappant. Il y a 600 millions là, de papier sur la table de budget discrétionnaire de M. Chrétien qui a été mis dans le registre. Il y a 750 millions de la GRC
pour le support au registre des armes à feu, à Miramichi, qui a été transféré, le CPIC, le Canadien. Mais est-ce qu'il apparaît comme étant du budget pour le support du registre? Oui, puis ça n'apparaît nulle part dans les chiffres de Mme Sheila Fraser. Nulle part. Donc, vous êtes en train de nous dire là, que les chiffres de Mme Fraser pourraient être gonflés de ce montant-là, entre autres. Ils pourraient être gonflés de ce montant-là. C'est pour ça que moi, quand j'ai arrêté de chercher, là, il y avait toutes sortes de petits votages de budget à un moment donné pour sécurité publique. On savait où ça allait. Et puis, j'étais rendu à 3,5 milliards plus, un peu. Okay. Alors, j'ai arrêté de chercher. J'ai dit, c'est de la foutaise. Il faut que ces données-là soient détruites. Ils étaient erronés, d'abord, première des choses, et périmés à partir de 2006. 2006, là, il n'y a eu aucun argent de mise, c'est-à-dire aucun ajustement. Il y a eu de l'argent, oui, pour payer les employés là-bas. À Miramichi, il y avait 207 employés. Et je pense qu'ils sont tous là encore, si ma mémoire est bonne, là, parce qu'ils ont aussi les armes de poing à gérer, puis les PPA à grandeur du pays. Ouais, ça, faut bien comprendre que, là, on parle du registre des armes d'épaule, mais à Miramichi, ils gèrent beaucoup plus largement que ça, là. Oui, puis à Miramichi, non seulement ça. Là, à l'heure actuelle, là, quand vous appelez à Miramichi pour avoir un permis de transport, okay. Vous devez passer par la province où vous habitez. Puis ici, à Partenay, il y a 107 employés qui administrent les PPA. Et les PPA, ça, c'est le permis de possession d'armes à feu. Et puis, les permis de transport d'armes, qui, je l'espère, vont être modifiés par M. Harper avant qu'il laisse la place, parce que avant les prochaines élections, toutefois. Là, un doute m'envahit. Ouais, pour la bonne et simple raison que les permis, là, c'est de la foutaise, ça aussi. Quand une personne a un permis pour aller dans un club de tir, pourquoi ce même permis de transport-là n'est pas utilisable pour aller chez l'armurier ou aller à la boutique de sport pour modifier des choses sur son arme ou nettoyer son arme de façon plus approfondie ou quoi que ce soit? N'importe quelle raison valable pour le transport de l'arme. Puis là, il faut demander papier par-dessus papier, par-dessus papier. On n'en finit plus. Autrement dit, c'est de la paperasserie tout le temps. À un moment donné, ça risque de devenir harassant pour tout le monde, là. Ça l'est, puis ça coûte des sous, ça, cette affaire-là. Ben, justement, M. Côté, quand vous dites, depuis 2006 qu'il se mettait plus de données de mise à jour, mais on avait quand même des employés à payer, ça m'amène un petit peu à dire, depuis 2012, depuis que ça a été aboli, ça, du côté fédéral, mais nous, on est une société distincte. Dans ce temps-là, on peut pas faire les choses dans le bon sens. Je veux dire, la contestation du Québec, ça s'est pas fait avec rien, là. Non, ça s'est pas payé avec les deniers du bon Dieu, là. Le beau dépôt, là, qui a été fait de l'injonction par le gouvernement, par les partis politiques du Québec, faut le dire, parce qu'ils ont fait front commun, ont déposé une injonction qui a coûté en taxes, en paiement de taxes aux Québécois, 8 millions par année, c'est-à-dire 3 ans d'affilée, ça veut dire 24 millions. Et voici que Mme Lise Thériault veut instaurer au Québec un registre d'armes d'épaule pour 30 millions. Est-ce qu'on veut se foutre de notre gueule ou quoi? Est-ce qu'on prend les Québécois pour des imbéciles? Je ne sais pas trop. Mais cette façon-là d'agir et de regarder les choses, de gaspiller l'argent des taxes qui pourraient être mis ailleurs, pourraient être mis, par exemple, 30 millions, là, si Mme Lise Thériault a 30 millions à mettre, moi, je vais lui dire où le mettre. Je vais me permettre de lui dire qu'elle le mette pour prendre soin des personnes qui ont des problèmes psychiatriques puis qui ont encore des armes, qu'on leur enlève, et d'apprendre à détecter par des escouades spéciales. Il y a des policiers qui sont spécialistes là-dedans, à la Sûreté du Québec, à la SPVM, à la GRC, qu'on détecte les personnes qui ont des problèmes mentaux, puis leur enlever leur arme à feu. Là, monsieur... Arrêtez de s'acharner, comme ils le font présentement, sur les personnes qui achètent légalement une arme en les mettant dans un registre. Là, ce qui est important, là, ce que vous venez de dire là, je pense que c'est le nœud de l'histoire. C'est qu'à quelque part, on a un registre des armes à feu, on veut l'avoir, se protéger des éléments terroristes, des éléments comme la polytechnique, des choses de même. Mais ce qu'on réalise, quand on regarde ça de plus proche, c'est que l'arme à feu n'est pas le problème, c'est l'individu. C'est là que ça a été un échec. Ça a été un échec. Le registre s'est prouvé hors de tout doute qu'il était un échec de mur à mur. Quand M. Chrétien et Roch ont commencé dans leur boniment face à la population de dire que c'était un outil pour les policiers, c'était un outil
qui allait protéger la vie des policiers. Regarde, j'ai fait une recherche à travers le Canada, dans toute l'histoire du Canada, dans la période où le registre a été en place. Il n'y a jamais autant de policiers qui sont tombés sur les balles des criminels. C'est quoi cette affaire-là? L'échec est-elle assez réel? Ou ça n'a aucun lien, finalement, avec le registre? Ça n'a aucun lien. Quand un policier veut savoir, un patrouilleur, s'il veut savoir si la personne a une arme, c'est simple, ça prend 60 secondes, il est dans son char de patrouille, il n'a même plus à faire ce que je faisais, moi, dans le temps que j'étais à la patrouille avant 96, c'est-à-dire, dans ce temps-là, là, on l'appelait la centrale d'information. Aujourd'hui, tous les chars de patrouille sont équipés d'un ordinateur et dans l'espace de 60 secondes, ils savent tout sur le bonhomme qu'ils viennent d'intercepter. Ils savent s'il y a un PPA, s'il est éligible pour avoir une arme à feu. Ils savent s'il y a des dossiers. Ils savent où il reste. Ils savent tout, ou à peu près tout, sur la personne qu'ils interceptent. Fait que, lorsqu'on me dit, moi, qu'on a besoin d'un registre, savez-vous quoi? Pour aller au registre, il faut qu'il se serve de l'accès PPA. Ça fait que c'est drôlement dupliqué. C'est gaspiller de l'argent pour absolument rien. Parce que, ils vont dire, ça nous donne le nombre d'armes à feu qu'il y a. C'est quoi l'affaire? Comment qu'il y en aurait 90 armes à feu? Comment il serait propriétaire? Le gars qui a une arme à feu, il a juste 2 mains. Ouais, il va en utiliser une à la fois. Parce que je sais plus trop dans quel document j'ai lu tout récemment et justement, la personne qui a écrit le billet mentionnait qu'une arme à feu, ça se charge pas tout seul, ça peut pas se déverrouiller tout seul, ça peut pas s'armer, ça peut pas tirer en direction d'une autre personne tout seul. Non. En quelque part, veut pas, il y a le côté humain et si un registre des armes à feu est totalement inefficace, et là, je reprends un petit peu ce que vous m'avez fourni comme information, monsieur Côté. Vous avez été 5 ans dans les Forces canadiennes, vous avez été dans l'enseignement 16 ans, vous avez été policier de la Gendarmerie royale pendant 21 ans. Vous venez de le dire, vous avez pris votre retraite au cours des dernières années. Mais vous avez été aussi, et il faut le mentionner, là, pendant 30 ans bénévole comme instructeur dans le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu. Moi, je me pose la question, là, avec l'expertise que vous avez, comment ça se fait qu'on prend pas le temps d'aller voir des personnes qui ont autant d'expérience que vous? C'est dur de dire que oui, il y a quelque chose à faire au niveau des interventions, au niveau des personnes qui sont en détresse, mais il y a sûrement aussi d'autres choses à faire. Et c'est là que moi, je verrais votre expertise, pas seulement des porteurs de cravate avec le nœud trop serré. Alors, ça c'est sûr. Donc, on fournit des arguments souvent qui n'ont pas rapport avec la sécurité publique. Puis, on se défile facilement vers des événements. On parle d'utilisation d'armes inappropriées. C'est certain. Il n'y a pas de système parfait. Le contrôle des armes à feu puis le registre des armes à feu, le registre est encore, je pense, moins important et de beaucoup moins important que le contrôle. Pour moi, c'est la première chose à faire, c'est pour contrôler la circulation. C'est que toute personne au Canada, depuis 1978, doit avoir un certificat d'acquisition de possession d'armes à feu qui vient de changer de nom, là, c'est PPA, là, permis pour armes à feu. Ce que vous parlez, c'est les anciennes 3AF, là. Oui, c'est ça. Les 3AF, ça a commencé en 78, ça. Puis j'étais sur le comité de conciliation avec un ancien capitaine de l'armée canadienne qui demeurait à Rimouski dans ce temps-là. Puis on a statué sur plusieurs points au niveau de la sécurité. On s'est dit une chose. D'abord, première des choses, c'est une copie de l'armée canadienne un peu, si on va de soi, c'est que dans l'armée canadienne, avant de prendre une arme, avant de toucher une arme, tu apprends le fonctionnement sur tableau. Avant de toucher à l'arme, tu dois connaître les pièces de l'arme, puis après ça, tu commences à les manipuler, puis à la démonter, puis à la monter. Puis après ça, on s'en va apprendre comment tenir l'arme, et ainsi de suite, on s'en va au champ de tir. Oui, mais là, on ne peut pas demander ça à monsieur tout le monde. On ne peut pas demander ça avec tout le monde. Ça, c'est officiel. Mais au moins, apprendre à des personnes qui vont se procurer une arme à feu, c'est quoi la différence entre un fusil et une carabine? C'est quoi la différence entre une arme de poing restreint et autorisation restreinte? C'est quoi la différence entre un petit et un gros calibre et comment ça se mesure? À ce moment-là, les personnes vont apprendre des choses, puis connaître des choses avec des instructeurs compétents. C'est le b.a.-ba. C'est ce que j'ai fait pendant 30 ans, puis je pense ce que toi-même tu fais depuis un bon nombre d'années. Ben, en réalité, oui, on peut parler de 19 ans. Donc, on connaît un petit peu le côté formation comme ça, mais c'est ça qui arrive, c'est que j'ai l'impression, des fois, on a passé délibérément, je sais pas trop pourquoi on a passé délibérément à côté de l'expertise d'un gars comme Roland qui,
manifestement sait où il s'en va. Mais Monsieur Côté, moi, ce que je voudrais approfondir aussi, c'est que vous avez marqué, entre autres, dans votre lettre, très intéressant aussi. J'invite les gens à aller lire ça sur la page Facebook d'Aventure Chasse et Pêche. Ma conviction reste que d'investir dans les effectifs policiers spécialisés et dans des équipes de thérapie en santé mentale serait plus efficace que de dépenser de l'argent à gauche et à droite. On va dire comme ça. Ben moi, je vais dire de dépenser de l'argent en s'acharnant sur la tête des propriétaires d'armes à feu qui ont procuré ces armes-là légalement. Première des choses, après avoir suivi toutes les étapes qu'il faut pour obtenir un certificat d'acquisition et devenir un propriétaire d'armes à feu sécuritaire, le domaine de remisage sécuritaire, ainsi de suite. Un responsable. Toutes ces appréciations-là, responsable, le mot est bien choisi. Alors, moi, c'est pour ça que quand je vois ça, c'est que on envoie de l'argent à gauche puis à droite pour pénaliser ou ni plus ni moins s'acharner sur des personnes qui sont légaux, qui s'occupent, qui peuvent avoir une arme légalement, pour s'en aller dans le vide, finalement, parce que les personnes qui sont en thérapie ou qui auraient besoin de l'aide ne le sont pas. Puis, est-ce qu'on aurait besoin de la collaboration des médecins de famille ou des spécialistes de la santé, ouais, qui sont capables d'identifier les personnes médicalement et puis à ce moment-là, s'assurer que ces gens-là n'aient pas d'armes pour commettre la bêtise, parce que on l'a prouvé déjà, là. Marc Lépine, il s'était procuré son arme légalement pour faire le saccage qu'il a fait à la Polytechnique, le saccage épouvantable, je dois le dire, là. Puis, par la suite, à Dawson, le type Kimbergill, qui s'est promené avec des armes toutes enregistrées. Alors, on oublie aussi de dire que Kimbergill, il a été mis hors de combat par une arme. Ouais, une arme qui a commencé le travail, un policier armé, en civil. Okay. Ensuite, c'est pas là qu'aurait dû être la correction. C'est ses parents qui ont signé de force une autorisation pour avoir une arme à feu. L'autre détail que je vais amener, parce que là, ce qu'on rencontre, plus on avance dans l'entrevue, plus on réalise que le problème, c'est pas les armes, finalement, c'est les individus. Absolument. Ce que le gouvernement fédéral est en train de faire, c'est d'essayer de resserrer cette loi-là. Ouais. Mais par contre, est-ce qu'il donne les bons outils au niveau de la GRC pour que ces gens-là, ou les interventions, les spécialisées, Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai pas été dans le dossier, puis ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai pas parlé au sénateur Dagenet, Jean-Guy Dagenet, à qui je parlais de temps en temps, mais ça fait un bout qu'on n'a pas été capable de se communiquer, là, pour une raison ou une autre, et de savoir qu'est-ce qui s'en vient avec la nouvelle réglementation. La scène fédérale. La réglementation, pour moi, est contraire à tout ce que les gens ont envoyé dans les journaux à gauche puis à droite. Ah oui, la modification du transport des armes, on sait bien, tout le monde va avoir des armes. C'est pas vrai. C'est faux. Les gens qui vont avoir des permis de port d'armes ou de transport d'armes à feu vont être assujettis à un règlement beaucoup plus restreint, mais par contre vont être capables d'éviter toutes les papeteries inutiles, à savoir de faire de la duplication, et on s'y perd. C'est des piles de papier, des piles de messages qui sont envoyés à gauche puis à droite, puis qui ne permettent absolument pas une meilleure sécurité. C'est comme la loi Anastasia là, qui a été mise de l'avant suite à la fameuse loi 9. La loi 9, à la suite d'une visite de M. Jean Charest là, au collège Dawson. Oui, on va durcir la loi. On va durcir le registre. Écoutez, la plus belle connerie que M. Charest a fait, là, c'en est une connerie de dollars. Ça coûte maintenant à un gars là, pour passer la loi 9, $50, plus un permis que ça y prend. Puis toutes les affaires qu'on avait avant, là, qu'on savait au niveau de la sécurité, sans avoir à payer, qu'on respectait déjà, quand on se présentait à la salle de tir, et ainsi de suite. Mais là, ça a été dupliqué encore une fois. Au Québec, c'est l'art de dupliquer pour que ça coûte 2 fois plus cher. Je suis d'accord avec vous, M. Côté, mais juste avant de terminer, M. Côté, quand je regarde l'hystérique de cette situation-là, d'où c'est venu le registre, merci d'avoir fait les clarifications.
Quand je regarde, on nous a sorti tout récemment 125 députés unanimement à l'Assemblée nationale, chose à laquelle je crois pas, parce que quand on regarde les données du Journal de Montréal, on voit que c'est pas tous les députés. Il y en a qui sont spécialistes, mais plutôt pour pas se présenter à des votes. Lorsqu'on regarde, j'appelle ça une farce monumentale, Lise Thériault qui vient nous dire 30 millions pour un registre des armes à feu. On a eu les preuves tout à l'heure avec ce que vous nous avez donné comme chiffre. Il y a certainement des gens au niveau du gouvernement, au niveau des députés qui sont des régions, veut pas, ce sont des chasseurs ou des personnes qui ont des chasseurs et des chasseuses dans leur famille. À quoi on peut s'attendre? Parce que là, on peut pas aller plus haut que la Cour suprême pour les tenants du registre. Et à un moment donné, ces gens-là aussi vont finir probablement par s'étouffer. À quoi on peut s'attendre? Ben, à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre si les politiciens en place finissent par avoir un peu de bon jugement, ils vont arrêter cette folie furieuse-là, puis cette hargne qu'ils ont à l'endroit des propriétaires d'armes à feu qui se les procurent légalement, et les chasseurs au Québec et les tireurs. On dirait que lorsque Mme Thériault s'est présentée pour faire la présentation de son fameux registre, elle allait avoir un registre. Pourquoi elle va avoir un registre? Ça vient de flopper partout au monde. Ça vient de flopper partout au Canada. Puis pourquoi le Canada, le Québec aurait ce que le Canada entier, les 9 autres provinces et les 3 territoires, je pense que c'est rendu à 3 territoires, là, qu'on a rejeté ces données-là, puis cette façon d'opérer-là, qui est complètement inutile. Puis je parle en tant que policier, là. Je parle en tant que policier retraité. J'ai enseigné le système de récupération judiciaire à la formation du personnel à la GRC pendant 3 ans. Donc, je sais un petit peu de quoi je parle. Je sais aussi de quoi je parle quand on parle de statistiques. Toutes les statistiques qui sont présentées, là, on peut faire parler des statistiques, le langage qu'on veut. Puis, quand on m'arrive avec des statistiques, là, moi, j'écoute, puis je pars à rire très souvent. Puis, dernièrement, le dernier sondage, là, fait là, sur le registre des armes à feu, là, c'est 48 % de la population du Québec en entier sont contre, 41 % pour. Puis moi, je dis ceci. Donnez-moi le 41 % pour 1 heure, puis je transforme ça en à peu près 10-12 % qui vont encore croire qu'un registre est utile. Bon. Parce que moi, je peux vous confirmer que les gens qui ont voté très souvent, les 3/4 des gens qui ont dit oui à un registre, l'ont fait en se nourrissant de fausses informations et de désinformation. Ben voilà, ça c'est encore un problème, c'est qu'il semblerait que la population en général soit peut-être pas tout à fait au courant de ce que ça amène un registre finalement, et pense tout à fait de façon erronée que le registre aide certains corps policiers par exemple ou certaines choses, finalement ne le fait pas. À l'heure actuelle, là, la statistique, là, Jean Laverre, le critique politique qui parle avec Paul Arcand l'autre matin, dit si c'est 41 %, il dit c'est à peu près juste à cause de Montréal, parce que quand on va en province, c'est 85-90 % des gens qui sont contre le registre des armes à feu. Est-ce que les fameux députés qu'on a, qui ont fait front commun à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui écoutent parmi ça? Ah, il y en a, c'est sûr. J'espère qu'il y en a quelqu'un qui va écouter. Du moins, on va s'en souvenir d'eux autres. Ah ben écoutez, là, moi, c'est certain. Moi là, je suis rendu à un point là, que mon chef de parti pour qui j'ai voté, là, il m'a fait faux bon, puis j'ai pas aimé ça. J'ai écrit une lettre, elle était pas politique trop, elle était apolitique. J'ai demandé de me rappeler que j'étais prêt à le rencontrer, à m'asseoir avec lui. Il a jamais répondu à ma demande. Puis je sais pourquoi j'ai pas de demande, parce qu'il sait que j'ai raison. Il sait ce que je lui ai dit sur la lettre, que j'avais raison. Mais la politique étant ce qu'est la politique, ben, on se fait poignarder dans le dos continuellement, les Québécois, à l'heure actuelle. Faut vivre avec, on n'a pas le choix. Ouais. Roland, c'est déjà tout le temps qu'on a. T'es pas sérieux? Oui, ça passe vite, hein? Ouais, c'était très agréable. Puis, on va probablement avoir l'occasion de se reprendre. Vous avez posé des bonnes questions, c'est très bon, ça me facilite les réponses. Vous êtes des bons animateurs, quoi. Ouais. Alors, merci beaucoup, Roland. Et puis, évidemment, on va suivre le dossier du coin de l'œil, moi puis Yves, de très proche. Parfait. Merci beaucoup, M. Côté. Bonne fin de journée. Ça fait plaisir.